se le veut pour Daniel Thompson. Bah oui, quand même. Merci pour lui, surtout. Merci pour eux. Merci pour lui et merci pour mon père parce que c'est vrai que j'ai regardé de nouveau, évidemment, comme très souvent à la télévision, les dernières 25 minutes du film et je suis très éblouie par sa mise en scène, je dois dire. Donc voilà, je suis très très heureuse que vous ayez vu ce film dans cette belle salle parce que je pense que personne ici ne l'avait jamais vu en grand, si j'ose dire. Qui l'avait déjà vu dans un cinéma? Pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde. Je te laisse la parole. Alors, non, c'est toi la parole. Mais, alors, il y a Frédéric Bonneau qui est là, qui a disparu, mais qui va réapparaître. Voilà, il réapparaît, il suffit qu'on dise son nom, et il est là. Bien vu, Frédéric. Donc, moi, ce que j'aimerais, pour commencer, donc on ne présente pas Daniel Thompson parce que c'est pas seulement la co-scénariste de Gérard Houry, c'est bien entendu aussi celle de La Boum, celle oscarisée pour Cousin-Cousine. C'est aussi la réalisatrice de beaucoup de films, dont Fauteuil d'orchestre. Nous étions au Fauteuil d'orchestre tout à l'heure. Et on est impatient de voir la suite de ses aventures puisqu'elle est en train d'écrire en ce moment, d'une part, une série sur Brigitte Bardot et d'autre part, nous sommes très impatients d'attendre Rabbi Jacqueline. Peut-être même commencer par ça. Daniel, est-ce que le chantier avance? D'abord, je veux dire que moi aussi, je suis très impatiente parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je revois ce film, je me sens de plus en plus pleine d'humilité et toute petite à l'idée même de faire cette tentative. Alors c'est une tentative. On essaye de récupérer les personnages qui seraient les enfants de tous ceux que vous venez de voir aujourd'hui. Donc plus de 40 ans passés et il y a des enfants, des petits-enfants et qui sont ces gens aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui. C'est pas facile. Donc on verra si on y arrive. Donc j'en parle avec beaucoup en allant sur la pointe des pieds et j'espère de tout mon cœur qu'on va y arriver. Mais où en êtes-vous? À l'écriture ou... À l'écriture. À l'écriture. On est à l'écriture depuis longtemps et c'est vrai que celui-là n'a pas été facile à écrire non plus. Il faut quand même aussi se remettre dans le contexte de l'époque et dans l'incongruité du sujet, finalement, parce que c'est comme ça un petit peu que le projet a été accueilli par les différentes personnes. Quand mon père a dit je voudrais écrire, je voudrais faire un film qui parle de cette communauté assez mystérieuse pour le public en général, et qu'il est toujours d'ailleurs. Et qu'il était pour vous d'ailleurs. Et qu'il était pour nous complètement, parce que voilà, mon père n'a pas reçu d'éducation religieuse, moi non plus. Donc on s'est un petit peu plongé dans cet univers qui est effectivement très 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 particulier, dont on a parlé beaucoup plus depuis. Puis il y a eu des films israéliens, des films américains, cette extraordinaire série de télévision dernièrement, Unorthodox, que peut-être certains d'entre vous ont vu. Oui, ils sont moins sympathiques. Qui parle de cette communauté qui est beaucoup moins rigolote que ce que dans le film, mais qui, voilà, et ça le passionnait de plonger là-dedans et puis de faire un film avec Louis de Funès et puis de parler évidemment d'un personnage finalement de français plus que moyen, puisque c'est un industriel, un personnage autoritaire et avec évidemment des idées bien ancrées dans la tête. Et voilà, et ça c'est venu au cours d'une innombrable séance de travail. Alors justement Daniel, commençons peut-être par parler de Rabbi Jacob, puisque là on l'a tous en tête. On vient de le voir dans cette copie merveilleusement restaurée par Studio Canal et iVenti. Et il y a beaucoup de gens dans la salle, Alain leur a posé la question tout à l'heure, qui d'abord dans leur immense majorité ne l'avaient jamais vu sur un grand écran, et même certains d'entre eux, ça a toujours l'air étonnant, mais ne l'avaient jamais vu tout court.
Donc voilà, il y a quelques dizaines de personnes aujourd'hui qui ont découvert Rabbi Jacob. Le premier fil scénaristique, ça a été quoi? Parce qu'on voit bien à quel point c'est difficile. On voit bien qu'il y a 3 fils, il y a 3 histoires, et il faut arriver à les entrecroiser. Il y a Victor Pivert avec son chauffeur, il y a Rabbi Jacob qui va retourner vers la rue des Rosiers de New York alors qu'il n'y est pas allé depuis très longtemps, et puis il y a l'affaire pas des terroristes, mais des révolutionnaires proche-orientaux et de leur concurrence. Voilà, en gros, c'est ces 3 fils-là. Le tout premier qui a intéressé Gérard Houry, ça a été lequel? C'est parti de quoi? De se dire, on va rigoler avec un rabbin? Non, voilà, il s'était baladé plusieurs fois dans la rue des Rosiers, qui est aujourd'hui devenue une rue finalement pleine de boutiques de mode, et qui n'est plus du tout ce que la rue des Rosiers était, non seulement à l'époque, mais même évidemment pendant son enfance, où on était vraiment dans un petit ghetto juif dans le Marais, avec, pendant la guerre d'ailleurs, des synagogues cachées au fond des cours, où évidemment la communauté se réfugiait pour prier en grand danger. Et puis, même après la Deuxième Guerre mondiale, ce quartier était quand même très imprégné de la culture juive. Il y avait le fameux restaurant Goldenberg, il y avait beaucoup de boutiques cachères, et puis il y avait, qu'on voyait dans les rues, notamment bien sûr le soir du Shabbat, le vendredi, ces hommes étranges, avec leurs grands manteaux, leurs grands chapeaux, leurs petites bouclettes, et cet univers qu'ils ne connaissaient pas le fascinait. C'est venu de là au départ. Alors à ce moment-là, l'idée de faire un film avec De Funès et ce que je viens de dire, c'est pas beaucoup. Donc on se retrouve tous les deux avec pas plus que ça. Avec là, pas plus que ça, et très éloigné l'un de l'autre. Parce que la rue des Rosiers et De Funès... Oui, enfin ça, à la limite, c'est un petit peu toujours le cas, parce que finalement, la folie des grandeurs, quelques années plus tôt, on a peut-être tous vu ici la semaine dernière, c'est aussi un univers très éloigné. Donc ça c'était pas le problème, c'était simplement de tout à coup, en effet, avancer dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on va raconter, vers où on va. Je ne peux pas vous résumer, même aujourd'hui, ce serait impossible, des mois et des mois de pépites, ou au contraire de feuilles de papier, puisqu'on écrivait sur du papier blanc, qui partait dans les corbeilles à papier souvent le lendemain, parce qu'on ne savait pas où on allait. Et par exemple, cette idée, mais ça c'est presque un cours de scénario, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais cette idée du mariage de la fille de Pivert, c'est une idée qui est venue beaucoup plus tard. Donc on était assez perdu dans ce but à atteindre pour ce personnage principal dès le début, et qui nous mène à la fin à cette fameuse scène dans la cour des Invalides. Cette idée-là, elle est venue très tard, et elle nous a, si j'ose dire, beaucoup sorti d'affaires, mais elle n'était pas là. Et c'est Jean-Loup Dabadi qui vous a soufflé Alors, Jean-Loup, et on avait plusieurs grandes pannes scénaristiques pendant 2 mois plus tard, et puis 4 mois plus tard, et puis 6 mois plus tard. On se disait, on n'y arrive pas, on ne sait pas où on va, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où ils vont. Et on a invité Jean-Loup à déjeuner un jour, et on lui a raconté où on en était. Je ne sais plus où on en était, mais on lui a raconté où on en était. Et il nous a dit, il vous manque un but. C'est une phrase magique. Et c'est donc après cette réflexion qu'il a eue, après ce récit qu'on lui a fait, parce qu'on lui a raconté ça comme on raconte une histoire à des enfants le soir avant de les mettre au lit. Hein, et voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et pourquoi on bloque? Et donc, il nous a dit, il vous manque un but. Et donc, suite à cette réunion magnifique, on a imaginé cette idée de mariage. Puis, on a continué à travailler. De nouveau, une panne énorme. Et quand ils arrivent à Orly, à l'aéroport, de nouveau, on ne sait plus quoi faire. Et donc, on se dit, ils vont... c'était la grande période, évidemment, des hijacks d'avions, et qui se produisait beaucoup à l'époque, et ils vont partir en Israël. Seulement, on n'était jamais allé en Israël, donc on ne savait pas de quoi on parlait. Donc on est parti en Israël.
On a passé une dizaine de jours formidables. Les gens du cinéma là, israélien là-bas nous ont trimballés partout. On est allé visiter le pays, on a adoré. Et on est revenu et on s'est dit, ils vont pas aller en Israël. Voilà, ils vont aller rue des Rosiers, ce sera beaucoup moins cher. Et on va. Voilà. Et là, le scénario est reparti vers cette idée de la rue des Rosiers. Et voilà, et ça, ce sont évidemment des bribes. Mais je suis aujourd'hui bien incapable de replonger complètement dans tout ça. Et c'est vrai aussi, par exemple, je me souviens de mon père m'appelant pendant qu'il était en plein montage, très 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 paumé sur toute la dernière partie à partir de la rue de Rivoli jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin, et les Invalides. Et il m'a appelé en me disant viens tout de suite, Albert Jurgenson, le magnifique monteur qui est entre autres monteur de René, de Claude Miller, etc., qui était un grand collaborateur de mon père. Avait traficoté tout ça, comme tout à coup la magie du montage peut arriver ou pas. Mais voilà, je me suis assise dans la salle de projection à Boulogne-Billancourt et j'ai vu cette fin, à peu de choses près la même, on a modifié certaines petites choses. Et là, en effet, tout ça, tout ce rythme, voilà, il y a eu une fluidité. Beaucoup aussi grâce à ce grand monteur. Mais j'aimerais que, Daniel, que vous nous racontiez quand même cette scène finale, cette scène finale extrêmement réussie. Comment elle s'écrit, comment vous avez travaillé avec... Alors, il n'y a pas uniquement votre père dans l'écriture, là où... On est tous les deux. Oui. On est tous les deux. On a fait des séances avec Josie Eisenberg, qui a été un apport et une grande surprise, parce que moi, on avait tous les deux un peu le trac, parce qu'on s'est dit, on va demander à un rabbin, il va venir là, oh là là, il va dire ça, il va être complètement affolé par ce qu'on est en train de faire. Puis en fait, on est tombé sur un homme d'un humour formidable qui nous a... qui a été un énorme... ça nous a tout à coup beaucoup rassurés de voir que lui riait et que, et en effet, on était quand même très très préoccupés, et c'est aussi la grande différence avec la manière dont on traiterait ce sujet aujourd'hui, c'est qu'on était principalement préoccupés par la communauté juive. On était terrorisés à l'idée de faire un film qui pouvait avoir l'air antisémite, et en même temps, voilà, le reste, franchement, on traitait ça avec beaucoup de légèreté, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Et donc il y a eu Josie qui est venue avec nous de temps en temps travailler, mais dans la grande longueur du scénario, on était tous les deux, et c'était à la fois un merveilleux souvenir, mais je me souviens de séances où on pleurait de rire, 3 minutes après on ne riait plus jamais parce qu'on ne trouvait plus rien de drôle, et puis de moments de grands doutes, où on se disait on va pas y arriver. Mais cette scène, comment s'écrit-elle, et quel est l'apport de Funès sur une scène comme celle-là, puisqu'il y a beaucoup de moments purement burlesques où on sent que tout est possible. D'abord, on écrivait pour lui. On savait que c'était lui. Les films que mon père a fait avec Louis, ce sont des films qui sont profondément imprégné dès le départ de sa personnalité, de ce qu'on sait qu'il peut faire, de ce qu'on sait qu'il va faire, de ce qu'on imagine qu'il fera, et puis de cette connaissance formidable qu'il y avait, de cette complicité entre les deux hommes, et effectivement, il y a des choses qu'on écrit où on se dit il va être génial, mais on ne savait pas ni comment, trop comment, mais on lui donnait la matière pour lui se lancer dans ces semi-impro. Ce sont des semi-impro, presque tout le temps d'ailleurs, parce que c'est très écrit, mais bien sûr, lui, il s'appuie là-dessus, et tout à coup, il y a des choses qui sont beaucoup plus drôles parce que c'est lui, quand des minuscules petits détails, non, pas la moustache par exemple, moi qui me fait pleurer de rire, pas la moustache, pourquoi? Parce que c'est lui qui le dit de cette manière. Et ça, c'était vraiment aussi le jeu entre eux. Pour reprendre un exemple, la lettre piégée,
bien sûr, il faut lui écrire. Mais c'est écrit, oui, bien sûr. voilà, pardon, bien sûr. Mais ce qu'il en fait est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, les gens dans la voiture, dont la plupart sont ses ennemis, veulent le tuer, deviennent son public, et il raconte la lettre piégée en mimant les 2 coups de sonnette. Alors au bout de 2 coups de sonnette, allez on y va, oui. Quand même on va répondre, et ainsi de suite. Oui, il les embarque évidemment dans son histoire. Il le fait aussi, il y a cette fameuse scène dans La Grande Vadrouille que j'imagine la plupart d'entre vous avez vue, où... le week-end dernier. Ben voilà, le week-end dernier, où il y a le fameux interrogatoire alors toujours avec l'ennemi, qui est là personnifié par le Major Harbach, l'allemand, où il y a cet interrogatoire, et où tout à coup, alors là c'est pas écrit, on me demande tout le temps s'il y a beaucoup d'improvisation, il y en a peu, mais il y en a quelques-unes quand même, qui sont formidables, et où tout à coup, De Funès a dit « Ah ben oui, mais moi je suis né en 14 ». Et là, le dialogue qui est écrit est oublié, et il commence, et l'autre, l'allemand, dit « Ah, la 14, la Grande Guerre, oh là là ». Et c'est une scène formidable, qui est en fait un morceau d'improvisation. Et là, c'est écrit aussi, mais la manière dont il rentre là-dedans, et avec... je n'étais pas au tournage, mais j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de prises. Il y a beaucoup de prises, c'est pas juste une fulgurance comme ça, c'est parce que mon père le fait recommencer beaucoup de fois, 15 prises, 13, 12, 16 quelquefois. Et là, ce qui s'est passé là, je ne sais pas quand ça s'est passé, mais plus tard. Peut-être qu'au début, il est plus respectueux du texte. Et puis après, il sait qu'il va s'échauffer et que ça donne quelque chose de la folie qu'on voit. Mais je comprends les doutes et les angoisses de Gérard Horry, parce que quand on voit Rabbi Jacob, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il me semble que c'est peut-être le film le plus libre et le plus gonflé, mais aussi où les coups de force de scénario sont les plus importants. Donc, qui se demande, lui, avec vous, sans arrêt, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va casser, ça me paraît normal. Par exemple, ils sont sur leur mobilette. Pour se retrouver dans la voiture avec les terroristes, il faut qu'ils prennent une station de métro, qu'ils en sortent, qu'ils se retrouvent à gare rue de Rivoli, ils ouvrent une porte, paf, évidemment c'est la bonne. Et tout le film est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours réunir des gens dans un même endroit totalement improbable où ils n'ont rien à faire. Et ça, évidemment, j'imagine que d'abord c'est très difficile et qu'en plus c'est source d'angoisse. C'est-à-dire, est-ce que le public ne va pas hausser les épaules en disant mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, ce que vous dites est totalement vrai, mais d'une certaine manière, il y a une logique. Il y a quand même une construction, oui, d'accord, ils descendent, ils remontent dans le métro, ils se retrouvent, ils courent. Bon, mais ça, c'est la magie du cinéma, on sait très bien. Et la circulation rue de Rivoli est tout à fait crédible. Voilà, absolument. Donc, elle ne sera plus bientôt, mais là, elle l'est. Bon, ça, ce sont des choses qui sont, alors, les idées effectivement, qu'on veut toujours que tout soit surprenant, c'est ça, le fait que c'est si long et si difficile. Mais il y a deux choses. Alors là, on a passé de l'autre côté du miroir, si je La barbe. dire. La barbe. Pardon ? La barbe dans les toilettes d'Orly. Alors la barbe, qui nous a posé un problème énorme pendant des mois, parce qu'il est évident, alors évidemment nous étions très imprégnés de To Be or Not To Be, qui est un de nos films de chevet, où il y a une histoire de barbe formidable avec le professeur Siletsky, enfin ceux qui ont vu To Be or Not To Be, et ceux qui ne l'ont pas vu doivent le voir, où il y a une histoire de barbe qui est une fausse barbe, qui devient une vraie barbe, etc. Enfin, mais dans le film de Lubitsch, c'est crédible. Là, ce qu'on a fait, c'est pas crédible du tout. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans les mains, ils volent des vraies barbes. Et ça devient des fausses barbes. C'est impossible. Et donc, ça a été des mois et des mois avant de se dire, on le fait ou on le fait pas. On le fait ou on le fait pas. On l'a fait. Bon. Ça a été un énorme problème qui est resté sur nos fronts pendant des mois. Deuxième problème, qu'il y a un problème de chronologie qui est absolument impossible. C'est-à-dire que un rabbin ne peut en aucun cas voyager un vendredi soir. C'est absolument interdit. Il ne peut même pas allumer la lumière, il ne peut même pas prendre l'ascenseur, il ne peut rien faire un vendredi soir.
Et là, Rabbi Jacob, il arrive forcément le matin après la fameuse scène, ou alors il faut la couper, et on ne veut pas la couper, de Salomon et son patron. Oui, mais c'est Shabbat, et il se met à prier au milieu de la pluie et dans ces circonstances démentes. Donc c'est forcément vendredi soir. Et donc si on veut qu'ils arrivent le lendemain et qu'on ne passe pas et qu'on n'écrive pas une journée entière qui suit dans l'histoire chronologique, on s'est dit on le fait pas, puis finalement on l'a fait. Quelques personnes l'ont remarqué, mais très peu. Et par ailleurs, sur De Funès, ça aussi c'est très frappant quand on revoit le film comme ça en grand. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ma comparaison et vos schedules. On a presque l'impression que c'est comme dans un concert de jazz ou un concert de rock. À un moment, il y a des solos. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la construction du film, cette espèce de feuilleté où on rajoute toujours des gags en fait. C'est ça aussi, presque le manque d'économie. Il y a tellement d'idées qu'on en rajoute toujours plus. Par exemple, Slimane est obsédé par les rousses. Ça ne paraît servir à rien, mais c'est quand même là, on le met. Et puis de temps en temps, il y a De Funès, les comparses se mettent un peu derrière la scène, lui il va au devant de la scène, et c'est Miles Davis, ou je sais pas, Keith Richards, qui fait son solo. Et ça, par exemple, la scène de la station-service, j'aimerais que vous nous racontiez ça. Parce que on écrit quoi? Pivert fait des grimaces à deux agents de la route pour leur dire que Slimane est derrière lui. Mais ça, à l'écriture, ça fait 2 lignes et c'est rien. Alors ensuite, comment ça se passe quoi? Quel est le travail et que s'est-il passé avec cette scène-là? Oui, on aimerait que tu nous racontes aussi la situation politique. Ben, c'est-à-dire que là tu touches à un moment clé, parce qu'en fait, ça s'est passé très mal. Et ça se passait jamais mal entre eux, parce que c'était, comme je l'ai dit, une grande complicité, un immense plaisir de tourner ensemble. Enfin, bon, tout était bien. Et puis ce matin-là, donc, il y a évidemment toute l'équipe, la station-service, tout est prêt, et les comédiens qui jouent les CRS, la voiture, tout. Et on vient trouver mon père et on lui dit il y a un problème, Louis ne veut pas tourner. Bon, ce qui se passe, bon, je fais comme De Funès, il y va. Il va dans sa loge, il dit ce qui se passe, et Louis De Funès, le matin, avait lu une critique, plusieurs critiques d'ailleurs, dans un ou deux journaux, d'un film qui venait de sortir, je ne sais plus lequel, où on disait De Funès, comme d'habitude, grimaçant, comme d'habitude, sautillant, comme d'habitude, grimaçant surtout. Et il dit voilà, on dit que je ne fais ça, que je fais des grimaces. Il était ulcéré, il était blessé, il était triste, et il a dit je ne tournerai pas cette scène des grimaces. Bon. Cette scène des grimaces, c'est pas des grimaces gratuites, ce sont des grimaces très utiles elle n'existe plus la scène s'il n'y a pas les grimaces, bien sûr. Effectivement, elle a été écrite exactement comme tu l'as décrite, c'est-à-dire il est dans la voiture, il fait des grimaces pour attirer le CRS, qui a un poireau, ça c'est évidemment prévu d'avance, l'acteur a mis un poireau sur son nez, et donc tout ça est écrit, mais la scène des grimaces elle-même, c'est l'invention pure de Funès sur laquelle on compte. Et si tout à coup il ne veut pas jouer, comme disent les enfants, voilà. Donc ça a duré très longtemps, ça a duré 2-3 heures, très cher, 2-3 heures, oui. Ça a été un vrai clash entre eux, et puis il a fini par accepter de venir tourner. Il s'est rendu compte qu'il est en train de faire un caprice, mais ça venait de quelque chose de douloureux. Et voilà ce que ça donne. Alors on a eu raison tout de même d'imaginer, parce que cette scène est extraordinaire, elle est extraordinaire. Oui, ça valait la peine. Ah oui, ça valait la peine. Et par exemple, quand il se retrouve dans la cuve de chewing-gum Yankee, qui a eu l'idée de la bulle sur la tête? Ah ça c'est doux. Je ne sais plus très bien. Ça, toute l'histoire des billes, de la bulle, des bulles qui sortent des chaussures, tout ça, une très 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 longue scène à écrire, avec tout ça qu'on a imaginé, et puis là-dessus on est allé dans une usine de chewing-gum pour voir comment c'était, et on est arrivé, littéralement on avait l'impression d'être dans une usine qui faisait du nucléaire. On nous a mis des camisoles avec des
des bonnets, et on est rentré là, et là il y avait une salle à peu près grande comme cette salle-là, avec des sortes de frigidaires géants de chaque côté, on ne voyait rien. Donc tout ce qu'on avait écrit était impossible. Et nous, on avait imaginé effectivement toute cette espèce de folie avec les petites boules et tout. Et finalement, quelques temps plus tard, on est parti dans une usine de sucre qui était littéralement, enfin dans le nord de la France, qui était des conditions de travail, je dois dire, qui m'avaient complètement stupéfié. On se serait cru chez Zola, rien n'avait changé. Elle allait d'ailleurs fermer, où il y avait ces énormes cuves, non pas avec du chewing-gum, mais avec de la mélasse, avec du sucre. Tout ça était complètement imprégné, collant. Mais il y avait ces coursives, il y avait ce lieu magique qui est dans le film et qui est raccordé avec évidemment les grandes cuves de chewing-gum qui ont été construites en studio. Et alors pourquoi ce verre? Pourquoi le chewing-gum vert? Pourquoi la porte de Rabbi Jacob verte, la mezouza verte, la robe de la rousse verte, le petit ruban du petit chien vert, le ruban dans le chapeau de la jeune mariée noire vert lui aussi? C'est un hasard? Je vais vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça, bizarrement, nous n'en avons jamais parlé. Je pense que c'est quelque chose qui se faisait même inconsciemment chez lui. Je crois qu'il devait trouver cette couleur drôle. Parce que c'est vrai pour les pompons. Il y a ça d'une couleur. Je crois que cette couleur, parce qu'on la retrouve en effet, on la retrouve aussi dans la Folie des Grandeurs. Dans la Grande Vadrouille, dans le Cornio. On la retrouve beaucoup. Et je ne lui ai jamais posé la question, pourtant je m'en ai posé les questions. Dans la Grande Vadrouille, il y en a partout aussi. Oui. Partout. Partout, puisque Bourvil est en train, un treillage en bois vert, il est en train de le repeindre en vert, parce que le vert est un peu passé. Enfin, on se dit, là, il y a quelque chose quand même. Alors qu'en principe, c'est la couleur maudite au théâtre, en France. Oui. C'est la couleur qui est interdite au théâtre, dans le monde du spectacle. C'est la couleur. Voilà. Le vert est la couleur qui porte malheur. C'est un verre très particulier, parce que c'est pas un verre triste, c'est pas un verre bouteille, c'est un verre lumineux, il y a quelque chose, c'est pistache, quoi. Et c'est vrai que c'est drôle. Donc il y a quelque chose d'instinctif, je pense, chez mon père, de choisir, puisque tout ça est détaché. Il ne choisit pas tous ces verres-là en même temps. Quand on lui propose les couleurs, puisque c'est comme ça que ça se passe, donc qu'on lui propose des échantillons, pour que ce soit pour une robe ou pour un chewing-gum ou pour une peinture, il met le doigt là-dessus et c'est en fait un hasard, mais c'est ce même verre. Et Jacques Fontré, quand on voit les costumes dessinés là, dans l'exposition, on voit que déjà les pompons sont verts, que les rubans sont verts, enfin, c'est partout. On ne peut pas lui demander maintenant. Et le chewing-gum. Est-ce que vous pouvez nous dire, Daniel Thompson, pour poser la question simplement, comment Gérard Houry, qui était d'abord acteur, et puis ensuite qui devient cinéaste au début des années 60, devient un cinéaste de comédie? C'est-à-dire, comment finalement, par quel cheminement, il se dit que faire rire, la comédie, va devenir son objet, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. Est-ce que c'est vraiment le film avec la scène avec Louis dans le film de départ? Il y a vraiment eu, je crois, il y a vraiment eu un déclic en effet. Donc il est comédien et il a une carrière de comédien qui est intéressante mais pas non plus fulgurante. Il devient scénariste. Il se met à écrire d'ailleurs une première comédie qui s'appelle Babette s'en va en guerre avec Brigitte Bardot, qui est déjà une comédie qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il continue à travailler sur divers scénarios et puis en fait il rêve de faire de la mise en scène et c'est pour ça que c'est intéressant cette rétrospective ici puisqu'on peut voir tous ces films-là. Il met en scène plusieurs films qui sont des films dramatiques. Enfin dramatiques, en tout cas pas des comédies. Des thrillers, un premier film très noir qui s'appelle La main chaude et qui est un film un petit peu basé sur un système un tout petit peu comme La ronde de Max Ophuls, sur une somme d'argent qui se promène enfin qui est un film vraiment en plus très sombre et finalement qui ne ressemblait pas du tout, avec Jacques Charrier et Macha Merrill. Et puis arrive le fameux Crime ne paie pas, qui est basé donc sur une sorte de bande dessinée dans François ou dans Paris Presse, je ne sais plus, François, qui ne sont que des histoires de crimes,
qu'il écrit avec toute une bande d'auteurs formidables de l'époque, dont Frédéric Dard et lui écrivent une sorte de film qui entoure les autres sketchs, qui se passent à des moments différents, aussi bien pendant la Renaissance à Venise, et puis ensuite dans les années 30, etc. Et puis, dans cette série le film est vraiment intéressant. Et là, il y a un tout petit moment dans un des sketchs, qui est le sketch contemporain, où on se trouve dans un bar, où Daniel Darieux est une femme ivre-morte, et le barman est joué par Louis de Funès. Et c'est une demi-journée de tournage pour Louis de Funès, qui à l'époque faisait des demi-journées de tournage dans plein de films, puisqu'il n'avait pas encore la carrière qui viendra plus tard. Et ils se connaissaient les deux, puisqu'ils avaient joué au théâtre ensemble dans les années 40, et qu'ils avaient joué au cinéma aussi ensemble, en faisant des petits rôles l'un et l'autre. Et puis la scène est très très drôle, de Funès est très très drôle. Mon père est dans un état de bonheur derrière sa caméra de voir ce que fait Louis de cette scène. Encore une fois, c'est déjà le système dont on parle. La scène est écrite, et puis elle devient 1000 fois plus drôle parce que c'est lui. Et donc, de Funès joue un barman qui joue dans une sorte de franglais, enfin voilà. Et Daniel Darieux, si ma mémoire est bonne, joue la cliente complètement ivre. Ivre-morte. Voilà. Et tout ça est visible dans l'exposition. Il appelle son mari au téléphone, et effectivement le mari est anglais, il prend un franglais qu'on retrouvera un peu d'ailleurs dans La Grande Vadrouille, dans la fameuse scène des bains turcs. C'est Eugene, the barman of the Blue Bar. Voilà, the barman of the Blue Bar. Et à la fin de cette journée de travail, de Funès vient le voir et lui dit mais pourquoi tu fais des films dramatiques, tu es doué pour faire de la mise en scène de comédie, il faut que tu fasses des comédies, tu es tellement content, tu es tellement heureux, c'est tellement bien. Et effectivement, je pense que ça a été en effet un déclic, puisque c'est juste après qu'il a l'idée du Cornio, et qu'il a l'idée de demander, de constituer ce fameux duo, parce qu'il faut parler un peu de Bourvil aussi, qui est quand même très important dans toute l'histoire en question, et même si malheureusement il n'était plus là au moment de Rabbi Jacob, mais je me pose la question d'ailleurs, est-ce que si Bourvil avait survécu, est-ce qu'il aurait même fait Rabbi Jacob, parce que le duo était vraiment indestructible, donc je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a été un déclic, et que c'est à ce moment-là qu'il a tourné le Cornio, et qui a été pour lui et d'ailleurs pour De Funès aussi, les deux hommes qui étaient finalement pas des hommes très jeunes à l'époque, puisque en effet lui est né en 14 et mon père en 19, donc ils approchaient la cinquantaine, et c'est à ce moment-là que leur carrière l'un et à l'autre a complètement changé de rythme. Voilà, je laisse Alain parler, qui connaît ça mieux que moi, mais c'est vrai que cette année du Cornio, qui est l'année 64-65, c'est le moment où tout va changer pour De Funès et aussi pour Gérard Houry. C'est-à-dire que De Funès presque sort de la cave, c'est pour ça qu'elle a fait une cave, de la traversée de Paris et des petits rôles et des utilités, en fait, il joue les utilités, et avec l'année du Cornio, il y a le premier gendarme, le premier Fantomas et le Cornio. C'est-à-dire que c'est une explosion, littéralement. Et il est né en 14, donc il a dépassé la cinquantaine, il a 50 ans, 51 ans, c'est un late bloomer, comme on dirait. Un late bloomer absolu. Voilà, comme on dirait aujourd'hui. Mais moi, ce qui me frappe le plus, mais ça on a du mal à s'en rendre compte, je pense qu'il faut que vous le racontiez, dans le système économique du cinéma français de l'époque, donc milieu des années 60. On est après la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, elle s'est un peu désagrégée, donc le cinéma français s'est à peu près recomposé comme il était avant. Et il y a en gros quelque chose qui n'est pas dit mais qui se fait, c'est que la comédie, ça rapporte des sous, mais c'est pas la peine que ça soit trop ambitieux, c'est pas la peine que ça soit trop beau, et surtout, c'est pas la peine que ça coûte trop de fric. C'est quand même ça. Et donc Gérard Houry, là, il arrive avec le Cornio, qui est un film ambitieux et cher. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment s'y prend-il pour que ça soit possible ? Et ce qui serait bien, c'est que tu nous racontes vraiment le premier rendez-vous. Comment
il va vendre son film à Alain Poiret, et comment ça se passe? Alors donc il a cette idée qui est basée sur un fait divers. Il y a un journaliste français qui s'appelait Jacques Angelvin qui s'est fait choper à son arrivée à New York avec une grande Cadillac qu'il transportait du Havre à New York. Bon, c'est étrange, une Cadillac en général ça vient de New York en France. Là, la Cadillac est partie dans ce sens-là. Et donc, il se fait choper et la Cadillac est bourrée de drogue et il clame son innocence en disant « je n'étais pas au courant, etc. C'est une arnaque. » Bon, ça se passait deux ans plus tôt. Donc, il pense à cette histoire qui est le départ du Cornio. Et en effet, il va trouver son grand ami et qui a produit justement certains de ses films d'avant, les fameux films dramatiques dont on vient de parler. Et il a beaucoup de maisons de production. La géographie est très importante. Beaucoup de maisons de production à l'époque se trouvent autour des Champs-Élysées et du fameux Fouquet's. Et qui était vraiment, en effet, le repère des gens de cinéma où tout le monde allait boire un coup ensemble en sortant du bureau où on y allait. Et il lui dit, voilà, je voudrais faire ce film. Il n'emploie pas le mot road movie parce que ça n'existait pas encore, mais c'est un grand voyage et c'est un type qui se fait arnaquer, qui transporte cette Cadillac pour qu'il lui raconte le sujet. Et il lui dit, je veux tourner ce film en couleur et en Italie. Et Alain Poiret lui dit, bon, bah, oui, ça me paraît une bonne idée, mais moi je pense qu'il faut faire ce film en noir et blanc et en Espagne. Parce que c'est moins cher, parce que c'est une comédie, qu'on ne va pas dépenser, etc., pour une comédie, et que, etc. Bon. Il sort de ce rendez-vous complètement désespéré, complètement découragé, parce que c'est son copain, parce que c'est son producteur, et parce qu'il se dit comment je vais faire, parce qu'il lui dit je ne veux pas le faire comme ça. Bon. Et en plus, il dit je ne veux pas, mais enfin, il n'a aucun pouvoir. Ça fait partie du problème du cinéma. Si on ne vous donne pas l'argent pour faire vos films, vous ne les faites pas. Il traverse la rue et il passe devant le Fouquet's et là il tombe sur, j'allais dire que c'est une histoire de fou, mais c'est vraiment une histoire de fou, un producteur magnifique et fou qui s'appelle Robert Dorfman, avec lequel il a travaillé beaucoup en tant que comédien, parce que Robert Dorfman, en dehors du fait qu'il a produit des grands films genre Jeux interdits, Gervaise, enfin des choses qui sont des films qui nous restent aujourd'hui magnifiques, et avait produit pas mal de films justement faits à Rome, un peu à la va-vite, et que mon père avait joué dans 2 films différents le rôle de Napoléon. Il ressemble à Napoléon comme moi, mais enfin bon. Et je dis quoique. Et donc il lui dit qu'est-ce que tu fais? Ben, je sors de chez Alain Poiret, voilà ce que je lui ai proposé, mais il n'est pas d'accord, il veut faire ce film comme moi je ne peux pas le faire, je veux que ce film soit beau, je veux que ce film soit un hymne au paysage d'Italie, etc., en plus du fait que c'est évidemment une comédie. Et Dorfman lui dit, ben écoute, moi ça m'intéresse. Et donc, ils sont partis la main dans la main. Tu ne dis pas que Robert Dorfman est un immense joueur. Immense joueur, tellement immense joueur que pendant le Cornio, dont le tournage est un véritable désastre, Bourvil ne veut pas tourner pendant les vacances scolaires. Donc, ça recule le film, et au lieu de tourner comme si le film devait l'être en juillet-août, ce film se tourne fin août et en septembre. Et en septembre, dans la plaine du Pô, il y a des énormes inondations. Le film est arrêté. Et Dorfman, contrairement à aujourd'hui où tout de même la plupart des films sont financés avec des systèmes de financement et on ne se lance en général pas dans un film quand on n'a pas l'argent avant, là c'est une époque dont d'ailleurs Dorfman est un des champions, où les producteurs prennent tous les risques. C'est son argent. C'est son argent. C'est son argent et c'est souvent l'argent qu'il n'a pas. Ce qui est le cas de Dorfman, de préférence. Et donc, Robert Dorfman, par exemple, souvent pendant cette période, va au casino où il a l'habitude de jouer, car c'est un grand joueur, il adore le baccarat et le chemin de fer. Il est copain un petit peu avec les gens des casinos, et si on va au casino le vendredi soir et qu'on fait un chèque, le chèque n'est apporté à la banque que le lundi. Et donc, il faisait des chèques au casino, il se faisait donner l'équivalent de la paye de toute l'équipe qu'il payait le samedi, et le chèque n'était présenté que le lundi,
il espérait trouver l'argent, entre-temps il ne le trouvait pas, mais enfin c'était un... Voilà. Et donc le film s'est fait comme ça, et le film, en effet, c'est la marque de fabrique qui va suivre les films de mon père à partir de là, c'est-à-dire que ce sont non seulement des comédies, mais que ce sont des films extrêmement soignés esthétiquement, donc plus chers à faire, plus longs à préparer, plus longs à tourner, avec des grands techniciens, magnifiques chefs opérateurs toujours, parmi les meilleurs, Renoir, Decaux, un choix de musiciens, de costumiers, enfin la crème de la crème des artisans de cinéma de l'époque, ce qui n'était pas le cas en effet des comédies qui étaient faites à la va-vite, qui rapportaient beaucoup d'argent, et puis les gens rigolaient, et puis c'était tout. Et je crois aussi que c'est la clé du succès de ces films aujourd'hui encore, parce qu'il y a un plaisir visuel formidable. Moi, je regardais ça, je veux dire, c'est vrai que cette arrivée de la garde républicaine, on s'en prend plein la gueule. Il y a le plaisir visuel et puis il y a la qualité d'écriture dans les films. C'est-à-dire que, alors j'ai lu dans le livre que vous avez fait avec Jean-Pierre Lavoignat, donc consacré à votre père, aussi à La Martinière, comme notre catalogue, que dans Le Cornio, quand Bourvil se retrouve avec son volant à la main et sa 2 chevaux en 1000 morceaux, il dit « Ah ben forcément, elle va marcher beaucoup moins bien ». Et vous dites ça, il l'a improvisé. Alors là, on se dit, mais c'est incroyable, parce que pour des raisons évidentes, c'est le genre de prise qu'il vaut mieux pas louper. Ah bah oui, il n'y avait qu'une voiture. Aujourd'hui, on en aurait 5, 6, et puis on aurait des effets spéciaux, enfin on aurait toute une autre manière de tourner ça. Là, il y a une voiture, il y a plusieurs caméras. Il y a un De Funès qui a le fou rire, on le voit, si on regarde bien la scène. Il voit ça. C'est-à-dire que lui, il sort de sa grosse bagnole et il a envie de rigoler. Il a envie de rire. Ça marche avec le scénario, mais c'est vrai qu'il cache son visage de la caméra parce qu'il a envie de rire quand il voit le résultat, parce que c'est une surprise. Cette voiture qui s'ouvre comme une fleur, c'est un moment de grâce, pas inattendu parce que c'est ce qu'ils voulaient, mais quand même, ils sont très très soulagés. Et voilà, et ça donne ce moment magique. Et donc Bourvil a vraiment improvisé cette phrase. Apparemment. Personne ne l'a écrite. Non. Ça, alors, ce qui est amusant, c'est que je ne sais pas qui a choisi le nom de Funès dans Le Cornio, mais il s'appelle Saroyan comme Aznavour, le pianiste de Truffaut. Oui, alors ça, je ne sais pas, parce que je vous signale que le scénario du Cornio, je n'y étais que très peu associé. Oui. Donc, je ne sais pas comment ils ont inventé ce nom. Je pense que ça vient de là, oui. Parce que moi, j'étais frappé par la lettre de Truffaut à Gérard Houry, celle que tu nous as prêtée et qui est exposée là-haut, dans la salle d'exposition de la Cinémathèque. Et on a retrouvé, alors ça je sais que tu ne la connaissais pas, la réponse de Gérard Houry à Truffaut. Oui, que je n'avais jamais vu. Et je crois qu'ils n'ont jamais déjeuné ensemble après. Et alors, il y a un truc qui m'a frappé, moi, ce sont les correspondances. Et les correspondances, les petits mots adressés, parce qu'il y a Serge Corbert qui est dans la salle, et Serge donc, a fait l'homme orchestre avec la Gaumont et avec Louis de Funès. Bon, et ça se passe très très mal en termes de production, puisqu'il n'a pas eu, Serge te le racontera dans quelques semaines, mais il n'a pas eu le cachet qu'il demandait à Alain Poiré, et donc De Funès, au sens propre du terme, veut lui faire payer. Et il y a la préparation de la Folie des Grandeurs. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que tu as vu un petit mot qui t'a totalement sidéré là-haut. Oui, parce que c'est un mot que De Funès envoie à Alain Poiré, donc le producteur, parce qu'entre-temps, donc, mon père avait fait un petit tour avec Robert Dorfman, mais était retourné travailler avec son vieil ami Alain Poiré pour la Folie des Grandeurs. Et pour le cerveau d'ailleurs, qui était avant. Bien sûr. Écrit par Daniel Thompson. Et donc, Louis écrit à Alain Poiré, je suis d'accord pour tourner dans la Folie des Grandeurs, mais ne le dites pas à Gérard, parce que, quelle est la formule? Parce que c'est un petit secret qui devrait nous aider, parce que ça va le stimuler pour trouver d'autres trouvailles.
retrouvailles comiques. Enfin, oui, alors, ce qui est sidérant, parce que justement, c'est... Alors là, grave erreur, parce qu'en fait, évidemment, toute l'inspiration venait du fait qu'on savait que c'était Louis de Funès qui allait jouer ce personnage. Alors ce qu'on ne savait pas d'ailleurs, c'est que ce ne serait pas Bourvil. On en avait bien peur, mais on s'accrochait à l'idée que ce serait lui, puisqu'il était malade à l'époque. Mais de Funès, on écrivait pour lui, ça nous inspirait beaucoup. Ils habitaient à 50 mètres l'un de l'autre, ils se voyaient tout le temps. Oui, donc c'est une lettre qui m'a étonnée, parce que je n'ai pas compris du tout pourquoi il avait écrit ça, ce qui est de toute façon une erreur de sa part. Si on parle du Cornio et de cette scène de la place du Panthéon sur la montagne Sainte-Geneviève avec la 2 chevaux qui s'ouvre en corolle, on se dit, il y a une autre scène ensuite dans un garage avec une voiture, on se dit que Gérard Haury était vraiment un fou de burlesque américain. On a presque peut-être du mal à se rendre compte aujourd'hui, parce que tout le monde connaît encore, évidemment, Charlie Chaplin, et tout le monde continue de regarder les films de Charlie Chaplin, mais là, on se dit que c'est de la connaissance, mais intime, quoi, qu'il en était nourri, enfin, les grands du burlesque américain, que ça soit Chaplin ou Keaton, parce qu'il y a déjà une voiture, Alain le montre dans l'exposition, que se casse la figure comme ça dans les trois... Et dans plein de films... Voilà, il est dans plein de films muets dans les 3 âges de Buster Keaton. Est-ce que, en tant que spectateur, il vient vraiment de là? Ah ben complètement, c'est toute son enfance. C'est toute son enfance. Donc on l'a dit, il est né en 19, donc les années, déjà fin des années 20 et toutes les années 30, il est imprégné de ce cinéma. C'est un petit garçon qui est donc élevé par sa mère et sa grand-mère. Tout ça est raconté dans le livre avec beaucoup de détails. Et donc il est pourri gâté par ces 2 femmes qui l'adorent, et il va tout le temps au cinéma. Et il adore Buster Keaton, W.C. Fields, Chaplin, n'en parlons pas. Il est nourri par ce cinéma, pas seulement d'ailleurs les comédies, mais le cinéma américain qui était vraiment complètement une grande partie de sa culture. Et donc c'est vrai que c'est là. Et une culture partagée, bien entendu, avec de Funès. Et Frédéric parlait tout à l'heure de jazzman, ils sont aussi nourris de cette musique. C'est vraiment le rythme, ce rythme qui est extraordinaire, qui fait peut-être que ces films tiennent autant aussi dans le temps, c'est qu'ils ont ce tempo de jazz, terriblement jazzy. Oui, et puis oui, c'est vrai, et puis ce tempo de la vraie comédie, enfin du vrai film comique, parce que je dis toujours que c'est différent, la comédie et le film comique. Le film comique, ça implique en effet un rythme qui est quelque chose il ne peut pas y avoir d'entracte, il ne peut pas y avoir de rupture de ton, sauf effectivement le fameux solo de temps en temps, qui est en effet quelque chose d'intéressant par rapport à justement à cette complicité où mon père sent qu'il faut le laisser partir vers ce qu'il a envie de faire, et que même si tout à coup c'est un peu une rupture de ton, parce qu'il y en a des petites ruptures de ton. Et est-ce que tu peux nous raconter justement cette scène totalement muette de la part de Funès, mais extrêmement active, la scène où il répare à Naples la Cadillac? Est-ce que tu peux nous raconter le contexte de cette scène et ses raisons? Alors, il se passe un problème alors là, complètement inattendu. Donc, il y a dans le Cornio, il y a 2 voitures, il y a plusieurs voitures, mais enfin, il y a surtout la grande Cadillac blanche et la Jaguar verte, toujours le fameux vert. Et il y en a que 2, il y en a chacune une. Donc, malgré le prix du film, on n'a pas investi dans plusieurs voitures. Et une nuit, le fils je crois, du premier assistant, un jeune homme qui était là, prend la Cadillac verte, va fiche le camp dans Rome s'amuser avec des copains et balance la voiture dans un arbre. Donc le lendemain, catastrophe, la voiture est complètement défoncée, il faut donc la réparer, et là on est obligé de changer le plan de travail, et donc tout ce qui était prévu sur cette Jaguar verte, c'est-à-dire sur de Funès, puisqu'il est là-dedans, puisqu'ils sont tout le temps séparés pratiquement dans le film, on va évidemment tout changer et on va tourner uniquement ce qui se passe dans la Cadillac.
Donc quelques jours passent, et puis à l'époque, les rushs, donc les bobines, sont envoyées pour être développées à Paris, et sont envoyées ensuite à Naples pour les visionner. Donc mon père sort de l'hôtel, va voir les rushs, et les rushs, à ce moment-là, c'est quelques jours de travail, donc c'est carrément 5-6 heures de projection, avec toutes les scènes, tous les plans, etc. Et dans la rue, il tombe sur Louis et sur Jeanne, qui du coup sont un peu en vacances, puisqu'ils ne tournent pas. Et il lui dit: tu vas où? Bah, je vais voir les rushs. Ah, bah, on peut venir avec toi? Bah oui, pourquoi pas. Bon, grave erreur. Il s'assoit dans la salle, et là, De Funès se tape littéralement 5 heures de Bourvil. Il ressort de la salle blême, et donc tout le monde rentre à l'hôtel. Mon père travaille pour préparer ses scènes le lendemain, et coup de fil, De Funès l'appelle en disant: est-ce que tu peux venir me voir dans ma chambre? Donc il arrive, et là, De Funès et sa femme Jeanne avaient pris un gros crayon jaune, rouge, bleu, je ne me souviens plus, et ils avaient pris le scénario et ils avaient souligné toutes les scènes de Bourvil, toutes les scènes de Funès dans l'autre couleur. Ils m'ont dit: voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je serai bouffé par Bourvil. Mon rôle est moins important, regarde. Alors il y avait tant de numéros, tant de... Et puisque c'est comme ça, je ne jouerai plus, ce qui est quand même une phrase extraordinaire. Donc, et c'est là où je vais dire que mon père est formidable. Au lieu de se braquer, lui dire, et d'essayer de le convaincre, il rentre dans sa chambre, il reprend ce fameux scénario, et il se dit: il a raison. Et là, dans la nuit, il écrit 2 scènes, qui sont à la fois la fameuse scène dans le garage dont tu parlais, où il, avec la musique de Rossini, qui est une scène muette, qui est complètement pour De Funès, puisque l'autre est enfermé dans la voiture, et la fameuse scène du culturiste homosexuel qui le drague sous la douche, qui est un moment où il est absolument génial, qui sont toutes les deux d'ailleurs des scènes muettes. Il n'y a pas de dialogue réécrit, mais ce sont des scènes qui ont compté beaucoup dans le film, et c'est reparti comme ça. Mais d'ailleurs, des scènes muettes et ce n'est pas le dialogue, c'est un peu sa spécificité quand même. C'est-à-dire que, bien sûr, le dialogue parfois est très drôle, et on l'a vu dans Rabbi Jacob, même parfois ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps presque de saisir la blague, parce qu'en plus ça s'apesantit jamais. Mais quand même, il y a cette recherche constante, et c'est là où évidemment Bourvil, De Funès, Belmondo, les acteurs sont très très importants. Il y a cet art de se passer de la réplique qui tue. C'est-à-dire qu'il va falloir que ça soit une autre forme de comique, presque du slapstick, justement, du burlesque américain, alors que, et je ne le dis pas du tout par esprit de polémique, mais sur ce cinéma français-là, régnait un certain Michel Audiard. Et là aussi, on voit la différence des films de Gérard Henry. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ni meilleurs, ni c'est pas ça le problème, mais ils sont différents. Ils ne sont pas faits sur la réplique qui tue, le dialogue, le mot d'auteur, c'est autre chose. Oui, parce que d'une certaine manière, c'est peut-être, enfin, l'un tue l'autre. C'est très très compliqué cette histoire-là. Les films d'Audiard qui m'ont tellement fait rire et qui continuent de me faire rire, et qui sont beaucoup basés sur des dialogues incroyables, et des dialogues quand même effectivement très travaillés, et qui sont devenus des morceaux d'anthologie. Mais ces dialogues sont rarement liés effectivement à un slapstick, à un moment de gag. Alors, c'est une autre forme de rire en fait. Ça joue sur une autre corde chez nous, je pense. Et c'est vrai que l'efficacité de ce qu'on appelle un gag, c'est-à-dire le slapstick en question, l'efficacité d'un gag, il est très pur, il est très premier degré. Et bon, alors de temps en temps, il y a, j'espère de tout mon cœur, quand même des répliques très drôles. Mais bon, c'est vrai que Salomon, vous êtes juif, enfin c'est resté, ou ça restera, je pense. Mais en fait, la plupart du temps, c'est aussi des situations démentes. Mais Daniel, ce qui est marrant, c'est que Jean et la Prune le relevé là, dans le catalogue, Audiard
et De Funès ont tourné ensemble dans 13 films. Et plus jamais, à partir du moment où De Funès est la star numéro 1 du cinéma comique européen. Et c'est d'autant plus frappant, c'est qu'on ne retient quasiment pas de réplique signée Audiard dans la bouche de Funès. Même Audiard pensait que la réplique « Allez-y Franco, mon général » dans Mission à Tanger, c'était De Funès qui l'a joué, alors que De Funès jouait le général, donc ça pouvait pas être lui. Mais dans son esprit, c'est lui qui l'avait prononcé. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point De Funès va même plus loin, puisque quand Mylène de Mongeau lui envoie une petite carte postale en lui disant « J'aimerais que tu joues dans Signé Furax », De Funès lui répond, dans une carte postale qui est exposée là-haut, il lui répond « J'ai pris le mot en haine ». Il écrit « haine » avec une capitale. Mais c'est vrai que je pense que ce comique visuel, c'est quelque chose qui est exceptionnel chez lui. Donc il veut utiliser ça, que personne d'autre n'a. Finalement, débiter un dialogue d'une manière brillante, comme le font les merveilleux acteurs, c'est une chose. Mais donner ce que ce personnage a en lui, ne serait-ce qu'avec un regard, avec un geste, c'est son truc à lui, personne d'autre ne peut le faire. Donc, et effectivement, les rares fois, alors ça c'est encore autre chose, mais l'émotion, puisque les moments d'émotion, il y en a un surtout dans la synagogue de la bénédiction, et il y en a un aussi c'est drôle parce qu'on peut carrément les compter, il y en a un aussi dans la Grande Vadrouille, quand il y a cette fameuse patrouille et que Bourvil le plaque contre un mur et lui sauve la vie et qui lui dit merci. Ce sont des moments, encore une fois, entre mon père et lui, qui ont été très difficiles parce qu'il était comme un cheval qui ne voulait plus avancer tellement ça le braquait. Il pensait c'était pas son truc, il voulait pas faire ça. Comment expliques-tu ça? Est-ce que tu penses que c'est dû au fait que dans les premières pièces où il a pu jouer même des apparitions, même quand c'était dans des tragédies, il faisait rire? Est-ce qu'il avait peur de ça? Je ne sais pas. Je pense que vraiment. C'était pas son genre. Non, c'était pas son genre. C'est vrai qu'il a une manière de bouger, une manière de marcher. Enfin, tout est drôle. Et d'ailleurs, je trouve, Daniel, que quand on lui fait faire ça, un peu malgré lui, ce qui est le cas dans un film que j'aime bien par ailleurs, qui est L'aile ou la cuisse, où là il joue l'émotion du père trahi par son fils, et entre toi et moi c'est assez lourd, je dois dire, il n'est pas à l'aise, ça se voit, il n'aime pas faire ça, il n'aime pas jouer l'émotion, c'est quelque chose qu'il déteste. En revanche, dans La Grande Vadrouille, et là tu y es plus pour quelque chose, j'aimerais savoir comment a été trouvé le gag de la perruque. Parce que ça, quand on revoit le film, ce qui a été mon cas dans cette salle avec mes enfants il y a une semaine, c'est De Funès, donc il rentre de sa répétition où il a engueulé tout le monde, etc. Il est dans sa loge de grand chef Kapellmeister, comme l'appelle l'allemand, de l'Opéra de Paris. Il a posé sa perruque de chef d'orchestre. Et ça y est, ça commence à s'écrire. Parce que ça, c'est pas une improvisation. Il a fallu lui donner le canevas, et puis vraiment. C'est une idée, je suis sûr que c'est celle de mon père. Je pense que voilà, c'est tout à coup une espèce de fulgurance comme ça. C'est très difficile de décrire. C'est une idée, voilà, effectivement complètement poétique, complètement bizarre, et se fait pas. Et muette une fois encore. Et c'est une scène muette une fois encore. Oui. Il est tout seul. Et ce qui est dingue, c'est de faire tenir le truc. Parce que la première fois qu'il pique la perruque et qu'il a mal, ça c'est le premier gag, mais après il lui donne un coup de brosse. Oui, et du coup il s'assomme lui-même. Oui. Et c'est-à-dire que le gag est d'autant meilleur qu'on le tient un certain temps, enfin qu'on le pousse jusqu'à son absurdité en fait. Mais il y a ces moments-là qui sont complètement décalés par rapport, même par rapport au reste de l'humour de certains films. Il y a aussi dans La Folie Grandeur le moment où Montand lui nettoie les oreilles, et il y a évidemment la fameuse petite serviette qui passe d'une oreille à l'autre, qui est aussi, voilà, qui sont des choses complètement irréelles, complètement
surréalistes et qui passent et qui font beaucoup rire le public et qui font d'ailleurs que, pour en revenir à Rabbi Jacob, quand il sort de la barbe, on s'est dit, au bout d'un certain temps, voilà, c'est presque aussi surréaliste en fait. Et effectivement, je suis sûr que personne n'y a jamais pensé. C'est-à-dire que les questions que vous vous êtes posées légitimement, aucun spectateur de Rabbi Jacob ne se l'est jamais posé. Mais c'est-à-dire que, on en revient au jazz, on est emporté par le rythme, on est emporté par la musique, on est emporté par le plaisir, et du coup ça passe. Mais quand vous faites le cerveau, c'est entre deux films avec De Funès, c'est Bourvil, Belmondo, David Niven et Wallach. Là, vous vous dites pas, on oublie De Funès. Enfin, pourquoi ce film est sans lui? Alors, mon Dieu, ça, je pense encore une fois que c'était vraiment une question de casting, de vérité de casting. Encore une fois, l'idée de mon père, puisque c'est quand même toujours lui qui avait ses idées de départ d'un scénario, qui était donc le fameux hold-up du train postal Glasgow-Londres, qui avait été un des plus grands coups de l'époque. Et l'idée que deux ringards vont en fait en même temps avoir l'idée de ce hold-up en même temps qu'évidemment la grosse artillerie de David Niven. Ça n'aurait pas été logique. Il ne faut pas se tromper de casting, ça c'est très grave. Et donc De Funès ne pouvait pas jouer justement le naïf, puisque le naïf c'est Bourvil et que De Funès n'a pas ça en lui. Et De Funès ne pouvait pas jouer non plus le type qui sort de prison, qui est un voyou, un espèce d'athlète. Qui fait des cascades. Et qui fait des cascades, c'était Belmondo. Et ça, je crois que c'est une sorte d'honnêteté par rapport à ce qu'on va faire, qui est, ce coup-là, ça ne peut pas être... C'est pas un coup de tout à coup faire un troisième film. Et c'était au contraire, alors en revanche, l'idée de faire Ruy Blas, d'adapter Ruy Blas et d'en faire La Folie des Grandeurs, là ça devenait quelque chose de plus logique, quoique on ait quand même énormément travaillé le personnage de Ruy Blas pour Bourvil, qui n'est pas, c'est ce qu'on appelle dans le théâtre classique un jeune premier, puisque Ruy Blas c'est un jeune valet à la cour et qui séduit la reine parce qu'il est flamboyant, qu'il est beau, qu'il est honnête. Et donc Bourvil, il la séduisait, mais pour d'autres raisons, parce qu'il était honnête, parce qu'il était charmant, parce qu'il était un personnage tellement différent des autres. Et on a beaucoup retravaillé ça pour que Bourvil colle au rôle. Mais c'était un travail honnête, c'était pas vouloir absolument calquer le tandem. Et donc celui de Bourvil et Belmondo. Et là encore, maintenant, des phrases qui sont devenues proverbiales. Alors, elle est tellement drôle, l'histoire de La Folie des Grandeurs. Parce que j'ai appris, là, en relisant le livre, que votre père a joué la pièce de Victor Hugo à la Comédie Française et qu'il a joué dans Salluste. Absolument, il a joué le méchant. Parce que mon père jouait toujours les méchants. Et quand j'allais à l'école et que des copines voyaient les films avec mon père, j'arrivais à l'école le lendemain et mes copines me disaient « Ah, dis donc ton père !» En fait, je disais « Il est très gentil mon père, c'est juste... » Et donc, s'emparer de ce motif, disons, mais le pousser très très loin, parce que là encore, c'est des questions qu'on demande comme ça, éperdues d'admiration aux scénaristes, mais comment on en arrive à Il est l'or, monseigneur, où il en manque une, tu es sort, tout à fait sort. Je ne sais pas, mais je sais qu'on a beaucoup ri en écrivant cette scène, on l'écrit, et puis tout à coup sort ces dialogues, et comme je disais tout à l'heure, on rit beaucoup, et puis on se demande si le lendemain on va trouver ça toujours aussi drôle, parce que la nuit est souvent désastreuse par rapport au jugement de ce qu'on a fait la veille, mais si ça tient le coup, en général, voilà, ça fait partie... Si ça tient le coup le lendemain, ça tiendra le coup 50 ans plus tard. Là, c'est le cas. Là, on n'est pas sûr. Là, c'est le cas. Là, c'est le cas, mais c'est vrai que tout à coup, sur des essais, on se lit les choses. Et quand il marche sur le dos. On se lit tout à coup. Voilà, un dialogue comme ça qui est aussi un petit peu surréaliste, un petit peu qui sort comme ça des sentiers battus.
Et puis, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est drôle? Mon Dieu, voilà, c'est la question qu'on se pose chaque seconde quand on écrit ce genre de scénario. Il y a une tentative d'ailleurs dans Rabbi Jacob, mais elle passe plus vite. À un moment, il fait des trucs en hir. Il dit « Et mon affaire », enfin, il y a une ou deux répliques. Oui. Sur la faux rire. Voilà, où Oui, c'est repris. Mais ça passe, parce que le film n'est peut-être pas construit sur les mêmes choses. C'est mon portier, mon chauffier. C'est ça, quelque chose comme ça. Oui. Et il a beaucoup regretté parce qu'il voulait dire mon martyr et puis on l'a pas écrit. Je vais vous poser, parce qu'on montre tous les films de Gérard Horry lors de cette rétrospective. Alors, je sais bien ce qu'on dit, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, un succès comme celui de La Grande Vadrouille. Mais lui, ça lui est arrivé. Donc, le film fait 17 millions d'entrées. Pendant très longtemps, avant Titanic, avant Bienvenue chez les Ch'tis, mais vraiment très très longtemps, il est devenu le film à avoir eu le plus de succès en France. On a d'ailleurs pensé très longtemps que personne ne le battrait jamais. J'ai presque envie de vous poser une question naïve. Bien sûr que ça a dû changer sa vie, mais ça ne l'a changé que pour le bien, c'est-à-dire que maintenant il s'est dit « j'ai du succès, j'ai de l'argent, je vis avec une actrice célèbre, eh bien je suis plus le cinéaste qui tire un peu le diable par la queue, c'est-à-dire que par rapport à elle, je suis presque aussi connu que Michel Morgan maintenant. Il n'y a eu que du succès où il y a eu aussi de l'angoisse. C'est-à-dire que voilà, La Grande Vadrouille, c'est un hit tellement grand qu'il faut continuer à travailler après en admettant qu'on ne le refera pas. C'est-à-dire que les films peuvent avoir du succès, mais ça ne sera pas La Grande Vadrouille, parce que ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Comment il a vécu ça? Alors ça, il a vécu beaucoup après Cornio, parce que le Cornio a été aussi un très très grand succès, que c'était son premier grand succès. 12 millions. Comme on l'a dit, ça a changé sa vie, il est devenu une star, voilà, et puis la merveille en tous les cas pour lui, et je pense pour la plupart des gens qui font des films, c'est de se dire je vais pouvoir faire un autre film. Et je vais pouvoir le faire comme je veux, je vais pouvoir demander effectivement une équipe magnifique, des décors, des costumes, enfin tout ce dont je rêve, parce que c'est ça la grande ambition, beaucoup plus que quoi que ce soit d'autre, beaucoup plus que des bonnes critiques, beaucoup plus que c'est de se dire je vais faire le film d'après. Donc ça, enfin le film d'après, contrairement à la fameuse dernière image du Cornio avec les deux hommes qui rigolent dans la voiture, il ne veut pas faire de suite du Cornio, il veut faire quelque chose de complètement différent. Alors là, tout est relatif. Alors oui, l'angoisse commence, est-ce qu'on va pouvoir faire un film qui va marcher autant? On n'imaginait jamais que La Grande Vadrouille marcherait autant, jamais. Mais évidemment, on espérait que ce serait un grand succès. Alors ça, c'est une grosse angoisse. Enfin, comparé au bonheur d'avoir fait un immense succès, puis d'en faire un autre après, puis d'en faire encore un autre après, parce qu'il a eu vraiment plusieurs films qui ont eu tellement de succès que c'était vraiment quelque chose de magnifique à vivre. Et il l'a vécu avec un immense bonheur. C'est pas du tout quelqu'un qui a été angoissé ou vaincu, comme souvent on dit que quand un écrivain a le prix Goncourt, après il se tape une dépression nerveuse parce qu'il n'aura plus jamais le prix Goncourt, ce qui est d'ailleurs vrai, parce qu'en principe, à part Romain Gary, on ne peut pas l'avoir deux fois, mais là, non, et c'est quelqu'un qui a été justement peut-être parce que c'est venu assez tard, parce qu'en effet, il avait quand même pas mal ramé dans sa vie, travaillé comme un dingue. Moi, j'ai vu toute mon enfance mon père partir le matin de bonne heure, enregistrer des émissions à la radio, parce qu'on gagnait aussi sa vie comme ça à l'époque quand on était comédien. La télé déjà commençait un petit peu, mais bon, effectivement, il avait tourné quelques pièces pour la télévision. Il travaillait comme un fou pour gagner sa vie, pour avoir des rôles. Il attendait les coups de fil, les castings, pour savoir s'il allait être engagé ou pas. Enfin, il a vécu la vie des intermittents du spectacle qui ont cette vie où on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. Donc, et donc, tout à coup, cette tranquillité quand même s'il y a l'angoisse du succès, mais cette tranquillité qui consistait à se dire je vais pouvoir travailler, faire ce que j'aime et qu'on m'en donne les moyens, ça a été un immense bonheur pour lui.
Mais Daniel, ce qui est amusant, c'est que pour De Funès, c'est exactement le contraire. C'est que tous les gens qui le connaissaient bien disaient qu'à partir du moment où il y a eu cette année de la cinquantaine, où il a eu un énorme succès, il avait une angoisse terrible et qu'il n'avait qu'une peur, c'était que ça retombe, en sachant que là aussi, on ne pourrait pas faire mieux que la Grande Vadrouille en termes d'entrée aussi. Et que lui, son rêve, alors il le répétait de multiples façons, mais c'était d'être un second rôle qui dure comme Dalio, que l'on voit dans Rabbi Jacob, ou comme Carrette, ou comme Noël Roquevert, une de ses idoles aussi. Mais ça, c'est une question de nature profonde. Je pense que vous savez, il y a des angoissés en général, ce qui est probablement le cas de Louis, qui est une angoisse profonde et qui couvre une grande partie des sentiments qu'on ressent. Et puis, il y a des angoisses ciblées. Donc, mon père, c'était des angoisses ciblées, c'est-à-dire que c'était qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que ça aura du succès? Est-ce que ce qu'on fait c'est bien? Mais dans la vie en général, c'était un homme jusqu'à ce que des problèmes de santé terribles, mais c'était un homme avec une joie de vivre énorme. Donc ça fait partie de la nature profonde des êtres, je pense. Daniel, dans la rétrospective consacrée à Gérard Houry, il y a un film qui va manquer, parce qu'il n'a pas été tourné, c'est Le Crocodile. Est-ce que tu veux en dire un mot avant qu'on aille signer ton livre? Oui, c'est un scénario qu'on a donc écrit ensemble, qui est une histoire d'un dictateur qui retourne sa veste, qui est un dictateur de droite qui devient dictateur de gauche, et ça revient un peu au même. Enfin, c'est un petit peu ça la fable. Et c'est un scénario, donc au moment où on était en train de commencer à rentrer en production, Louis a eu sa crise cardiaque, et donc le film s'est arrêté. Et puis, le projet a été enterré, en principe momentanément, et puis plusieurs personnes ont été tentées par ce film. Peter Sellers a été tenté par le film et il est mort d'une crise cardiaque. Puis Coluche a tombé amoureux de ce scénario et on connaît la fin de Coluche. Et là, j'ai piqué une sorte de crise et j'ai dit à mon père, tu ranges ce scénario dans un tiroir, on ne veut plus en entendre parler. Et c'est dommage que c'est très drôle. Ben oui. Mais je pense que c'est... Je sais pas, je suis bizarrement pas très superstitieuse, mais là j'ai été prise d'un... Et je dis, s'il te plaît, on laisse tomber ce truc-là. Il devait jouer donc le colonel Crochet. Le colonel Crochet, voilà, et sa femme était... Et ce qui était prévu, c'est qu'il était marié avec une cantatrice, parce qu'alors là, mon père adorait l'idée d'avoir ce petit bonhomme avec cette grande femme, genre Castafiore, avec une corpulence qui était évidemment... parce qu'encore une fois, c'était visuel, c'est ce qu'il cherchait beaucoup, ce comique visuel. Et donc il était marié avec cette cantatrice qui était un mariage qui marchait très mal et qui le trahissait sans arrêt. Et... avec Aldo Macione en particulier. Oui, Aldo Macione. Et voilà. Enfin non, tout était très avancé. Et puis évidemment, ça a été un coup de tonnerre incroyable parce que c'était encore une fois les films que faisait mon père avec lui étaient très physiques. Quand on pense à ce tournage du film qu'on vient de voir. Je veux dire, c'est démentiel. Il y a passé. Oui, il n'y a que Jean-Louis Trintignant qui court autant, je crois, au cinéma en France. Non, mais c'est vrai, ce sont des films qui sont tellement visuels, avec du slapstick, gag visuel. C'est très fatigant. Un homme qui est dans une fragilité de santé ne peut plus faire ce genre de film. Est-ce que Gérard Houry pratiquait le storyboard? Est-ce qu'il storyboardait? Non. Non, pas du tout. Parce que, je vous le dis... Très rarement. Très rarement. Parce que quand on voit les films, d'ailleurs, son monteur, là, Albert Jørgensen, est crédité pour le montage et d'aide au découpage. Mais effectivement, quand on voit les films de Gérard Houry, on est très frappé, c'est vraiment très bien découpé. Très très bien découpé. Et ça aussi, Dieu sait si dans la comédie française des années 50 et ensuite des années 60, c'est pas toujours le cas. Et là, on voit bien qu'il a un sens de l'espace et un sens de la dynamique
du découpage, enfin vraiment, qu'est-ce qu'on met devant la caméra, comment on découpe l'espace et comment les plans se répondent entre eux. On dit jamais ça de Gérard Houry, c'est pour ça que je vous le dis. Parce que voilà, c'est un cinéaste de comédie, mais ce cinéaste de comédie qu'il est, a un art de ça qui est frappant quand même. Ah oui, c'est vrai, parce que vraiment quand on voit ces films, moi j'ai une grande admiration pour la mise en scène, en tant que pure mise en scène. La caméra n'est jamais au mauvais endroit. Et ça, c'est pour n'importe quel film. En principe, pour un film comique, c'est encore plus crucial. Et c'est vrai que on n'a jamais ce sentiment tout à coup qu'on est perdu ou on est très 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 proche de ce qui se passe, mais c'est toujours là je voyais ce fameux montage de la fin là, aux Invalides, et c'est vrai qu'on passe d'un gros plan du merveilleux Claude François. Jacques François, qui joue le père général, qui a l'air d'une espèce de buse comme ça, qui regarde le financé. Celui qui dit Xavier Gélin. Oui, ce pivert est un Jean Foutre. Ce pivert est un Jean Foutre, exactement. Et Claude Giraud qui est le Slimane. Claude Giraud qui est Slimane, bien sûr. Et donc c'est vrai que c'est de la dentelle. Enfin, c'est vraiment formidablement monté. Mais ça, j'ai ce fameux souvenir de cette séance de montage à la fin où Albert Georgenson a été époustouflant parce que il y avait tellement de choses. C'est très 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 compliqué quand on est dans une multiplication de plans et qu'il faut justement choisir à la virgule près ce qui va être efficace. Et le résultat est formidable. C'est un final qui, pour le coup, est très théâtral, mais pas au mauvais sens du mot, et très molièresque. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se retrouve sur la scène, et la même scène au même moment, pour que le truc soit dénoué. Et la cour d'honneur des Invalides, là, elle sert à ça. Ils sont vraiment tous là. Ils sont tous là, et tous les personnages du film sont là. Donc c'est vrai que c'était pas facile. Merci infiniment, Daniel Thompson. Merci. On va se retrouver dehors parce qu'il fait beau. Alain a tenu à ce que la signature de 2 livres se fasse dehors devant la cinémathèque. Merci. Et on reparlera ensemble demain. La séance est à 14h30 et on reparlera ensemble donc demain à l'issue de la projection du Cornio. Merci infiniment. Merci de nous avoir écoutés. Merci. J'avais fait d'abord au théâtre avec ta petite fille, au théâtre du Champs-Élysées. Et une des j'ai rencontré à la sortie des studios, on va en faire une figuration. J'ai de la chance. Voilà.